Bienvenue dans votre émission Studio Lacan. Dans notre divan dans le monde, ce soir nous accueillons Clémentine Vidal-Naquet, dont les travaux portent sur l'histoire de la Grande Guerre et en particulier sur la dimension la plus intime du conflit. Son travail d'archive est riche d'enseignements puisque les centaines de cartes postales, de photographies, de courriers répertoriés, en particulier des lettres d'amour qui sont l'objet de votre recherche, nous mènent au cœur du sensible. Alors, à l'heure où la guerre teinte nos horizons, Clémentine Vidal-Naquet rend la guerre plus familière et attire notre attention sur ses déflagrations dans notre présent. Alors, comment l'intime nous enseigne-t-il ? Et puis, dans notre rubrique « Actualité de la psychanalyse », Dalila Harpin viendra nous parler sur le titre « Une lettre d'amour est chose sérieuse ». Studio Lacan, c'est parti. Bonjour Clémentine Vidal-Naquet, donc merci d'avoir répondu à notre invitation à venir converser avec nous sur Studio Lacan. Donc vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne. En 2013, vous avez soutenu une thèse à l'EHESS sur les relations conjugales dans la Grande Guerre. Vous aviez alors épluché la correspondance conjugale et essayé de faire parler finalement l'intime et le singulier. Donc c'est un éclairage du conflit armé à partir du singulier. Vous avez publié cette thèse et puis ensuite vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « La Grande Guerre des Français à travers les archives » de la Grande Collecte. Alors la Grande Collecte, c'est 2 campagnes nationales qui ont eu lieu dans les années 2010 pour inviter les particuliers à déposer des objets, des écrits relatifs à la Grande Guerre. Donc ce sont des sources finalement de l'histoire. Et récemment, vous avez publié dans la collection À la Source que vous dirigez aux éditions de la Découverte, Les Noces de Cendres. Donc c'est un livre sur lequel nous reviendrons dans le cours de l'émission. Et puis je souligne quand même que vous êtes cofondatrice de la revue Sensibilité et vous avez été la commissaire de l'exposition Amour en guerre à l'Historial de Péronne en 2019, qui est le lieu, donc Péronne, le haut lieu, le lieu de référence pour quiconque s'intéresse à la Grande Guerre. Alors vous inscrivez vos travaux dans le champ de l'histoire des sensibilités. Votre travail est la démonstration que les sources de l'intime ont leur place dans l'historiographie. J'aurais aimé, pour commencer, que vous nous disiez un petit peu ce qui vous a amené à travailler sur la correspondance conjugale dans le conflit armé. Ça, c'est une question difficile parce que la façon dont les sujets arrivent aux doctorants n'est pas chose facile. C'était pas le premier sujet que j'avais choisi. Au départ, je voulais travailler sur la rumeur pendant la Grande Guerre, en suivant les écrits de Marc Bloch, qui en 1921 écrit sur les fausses nouvelles de la guerre, et je me disais qu'il fallait consacrer une thèse aux rumeurs. J'avais commencé à travailler, à réfléchir à cette grande thématique, et puis j'étais alors jeune doctorante, et ce sujet était en fait à peu près impossible pour moi. Il m'a semblé très très difficile, et au moment de renoncer, j'ai pensé à ce sujet qui, comme les sujets qui semblent après importants, évidents, m'a semblé, mais presque, ça me semblait incompréhensible qu'on n'y ait pas pensé auparavant. C'est-à-dire travailler sur ces séparations conjugales qui sont massives pendant la Première Guerre mondiale et savoir qu'est-ce qu'il advient de ce lien rompu par la mobilisation générale, par le départ des combattants. Il me semblait que c'était une façon de faire comprendre de façon sensible, vous l'avez dit, ce que la guerre fait aux individus. Et il me semblait que c'était là essentiel. Alors j'étais au départ, mais voilà, c'est la façon dont je suis arrivée à ce sujet, les couples et donc les correspondances. Alors c'est vrai qu'en plus ça s'inscrit dans un moment où 1914 les Français sont massivement éduqués finalement, donc écrivent, et il y a cette pratique de la correspondance qui s'installe, donc c'est une source considérable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est la première génération qui a bénéficié de l'école Ferry et qui donc, même si c'est rudimentaire parfois pour certains,
tout le monde sait à peu près écrire. Et ça, c'est la première guerre qui mobilise à cette échelle, et chacune peut prendre la plume. Parfois, ça demande un effort pour certains, évidemment. Certains sont des primo-épistoliers, c'est-à-dire des gens qui entrent en guerre, et en même temps qu'ils entrent en guerre, entrent en écriture et découvrent l'écriture quotidienne, parce que c'est des lettres parfois quotidiennes qu'on écrit pour documenter, en fait, pour donner des nouvelles, du côté des combattants pour dire qu'on est en vie, puisque la première fonction de la lettre dans le temps de la guerre, c'est d'être un gage de vie. Et puis donner tous les détails du quotidien, de la santé des parents, des enfants, des affaires, voilà. Et donc c'est des liens qui perdurent malgré l'extrême violence de la guerre, et c'est ça que j'ai regardé. Et c'est toutes ces sources que vous évoquez, elles sont effectivement extrêmement nombreuses, puisque ce sont des millions de lettres qui circulent entre le front et l'arrière quotidiennement pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, vous avez dit, en fait, la question c'est que dit l'échange amoureux en creux de l'histoire de la Grande Guerre, en fait. Donc vous avez dit dans un entretien que vous aviez été étonné, vous aviez éprouvé de l'ennui à lire, à éplucher cette correspondance. Alors ce terme d'ennui m'a intéressé parce qu'effectivement une lettre d'amour, on peut s'attendre à ça parle d'amour, et finalement à votre surprise ça ne parlait pas tant d'amour que plutôt du quotidien, tant d'un côté du front et de l'arrière. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez dire quelque chose de ça, et surtout, finalement, comment à partir de là on peut faire parler les sources, puisque votre objet c'est quand même la Grande Guerre, et surtout comment l'historien peut s'appuyer sur ce qu'il éprouve lui-même devant la source? C'est plusieurs questions, mais il me semble qu'elles recouvrent une même problématique. Je vois très bien. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ces correspondances, d'abord, j'ai pas du tout commencé par lire les lettres. Je suis allée d'abord voir les textes de loi, le mariage par procuration qui est mis en place en 1915 et qui permet à des soldats de se marier à distance. Donc à partir d'avril 1915, je suis allée voir d'autres sources parce que je me méfiais déjà de mon attirance pour la source elle-même, qui était, je l'imaginais alors, une source bavarde, pleine de paroxysmes sentimentaux, et je me disais que ça allait être plus simple pour moi de les lire, en tout cas de m'y confronter de façon répétitive, que de lire des textes de loi, des débats, voilà. Et en fait, lorsque j'ai lu une première correspondance qui m'a bouleversée. Donc la première répondait à cette attente, puisque c'était une correspondance de toute beauté, qui se terminait d'ailleurs assez mal, puisque le combattant meurt en 1915, et que les lettres de deuil qui suivent l'annonce de la mort de ce combattant m'ont bouleversée, je veux dire, moi-même. C'était une lecture d'1 mois, et à l'issue de ce mois, j'ai été prise par la surprise de la mort de ce combattant à 100 ans de distance. Et puis, je l'imaginais donc pouvoir lire de la même façon toutes les correspondances. Et de fait, j'ai décidé d'ailleurs de commencer à lire les correspondances par leur fin pour pouvoir, sur le temps long de la lecture, prendre en charge ou assumer, si vous voulez, cette lecture qui n'avait rien de simple, en tout cas pour cette première. Et puis, à ma surprise, ces lettres m'ont semblé... Effectivement, je l'ai dit bien plus tardivement qu'au moment où je faisais mon travail, mais elles m'ont semblé très très ennuyeuses parce que très répétitives, parce qu'elles se ressemblaient toutes, parce que même lorsqu'il s'agissait de lettres dites d'amour, ou en tout cas de lettres d'affection, elles répondaient toutes au même code épistolaire. Il y avait une forme d'homogénéité des codes amoureux qui me semblait ne rien laisser transparaître du moment très particulier qui était la Grande Guerre. Donc je voyais effectivement essentiellement l'ordinaire, les problèmes de santé, la santé des parents, est-ce qu'on avait vendu la vache, est-ce qu'on avait reçu la lettre, est-ce qu'on n'avait pas reçu la lettre, et tout ça était, alors au début voilà, dans la première correspondance, bon, c'est une chose, mais comme j'en ai lu beaucoup, et que ce sont donc des milliers et des milliers de lettres que j'ai lues, je dois avouer que j'ai été, à un moment donné, surprise par mon propre ennui à la lecture de ces lettres. Et donc il y avait 2 choix. Soit je faisais semblant de ne pas prendre en charge et prendre en compte cet ennui, soit je me disais, c'est ce que j'ai préféré faire, j'ai voulu prendre en charge cet ennui en me disant qu'en fait c'était là le cœur de ces relations, et que cet ennui-là, c'est-à-dire qu'en fait cet ordinaire qui perdure malgré l'exceptionnel moment que vivent les combattants et leurs conjointes, eh bien cet ordinaire-là, c'était le cœur de mon travail. C'est-à-dire que pourquoi il y a cet ordinaire, pourquoi il perdure, c'est parce qu'au fond, toujours, il y a la mort qui rôde,
Et que lorsque la mort rôde, on ne peut pas dire à son conjoint ou à sa conjointe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, j'imaginais un désordre des sentiments. En fait, les choses sont très contraintes. Et donc, l'expression du sensible est très, très contrainte par le code épistolaire, et dans le code épistolaire, par la situation de guerre. Donc j'ai pris en charge, et ça a donné un axe nouveau à ma recherche, ou en tout cas j'ai vu, et certaines lettres qui me semblaient ennuyeuses me sont apparues après extrêmement émouvantes en réalité. Voilà. Donc la part de l'horreur de la guerre était voilée. Ça ne passait pas à l'écrit. En réalité, ça n'était pas complètement voilé. C'est-à-dire que les correspondances sont des correspondances, je l'ai dit, parfois quotidiennes au sein d'un même couple. Donc, c'est au sein d'un même couple des centaines, voire des milliers de lettres qui sont échangées. Et donc, de fait, lorsqu'on regarde ces correspondances dans leur totalité, les 3/4 du temps, on aseptise les violences du conflit, on dit qu'on ne risque rien, on parle des affaires courantes, on parle de ce qui se passe à l'arrière du front, très peu ou vaguement ce qui se passe en première ligne. Mais en réalité, sur la très longue durée de la guerre, les combattants vivent des choses effroyables qu'ils doivent à un moment donné partager. Donc lorsqu'on lit ces correspondances, eh bien on a à un moment donné accès à certains moments à l'extrême violence du conflit, au désir de tuer, au corps explosé, à ce que les obus font très concrètement au corps et à l'extrême violence de la guerre. Voilà. Donc c'est échangé, ça signifie par ailleurs que les femmes à l'arrière sont tout à fait conscientes, notamment parce qu'elles voient les endeuillés autour d'elles, elles voient dans leur village, dans leur ville, le nombre des endeuillés croître sans arrêt, et parce qu'elles ont accès aussi, par correspondance, à l'effroyable réalité de la guerre. C'est ça. Bon, je voudrais qu'on mette l'accent sur votre livre de 2018, donc la Grande Guerre des Français à travers les archives de la Grande Collecte dont on parlait au début. Alors voilà, le centenaire de la Grande Guerre a été vraiment l'occasion d'un travail d'archives fantastiques concernant notamment des carnets, lettres, documents officiels, témoignages postérieurs. Et donc vous en avez fait ce livre, cet objet fantastique, et pas vraiment un livre d'histoire, qui serait plutôt un kaléidoscope d'expériences, de témoignages, d'histoires d'individus et de familles vraiment plongés dans la guerre et traversés au long terme, au long cours, justement par ces effets. Alors j'avais envie de vous demander, parce que vraiment, c'est un livre extraordinaire, c'est je crois un objet absolument unique. Enfin, quand je l'ai reçu, je l'ai vraiment reçu comme ça. Et donc, comment vous diriez l'objet de ce travail à cette époque-là ? Alors, l'idée de cet objet, de ce livre, c'est de rendre aux Français qui étaient venus déposer massivement leurs archives familiales au moment des grandes collectes de 2013, il me semble, et 2018. Ça a été une surprise d'ailleurs, les familles... Il y a un nombre très grand de personnes qui sont venues déposer parfois juste un livret militaire, parfois une lettre, parfois un billet, parfois des correspondances beaucoup plus volumineuses, parfois des albums photos, parfois des objets, des casques, voilà. Donc en réalité, cela signifie que dans les greniers, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a pour moi, à mes yeux, des trésors d'archives qui dorment, qu'il ne faut surtout pas jeter, et qu'il faut mieux déposer dans les archives pour que les historiens puissent, dans le futur, continuer leurs recherches et continuer à explorer ce premier conflit mondial. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de sélectionner, c'est une centaine d'histoires familiales traversées par la guerre, vous le dites, et de rendre compte par les documents eux-mêmes, de faire parler les documents en les sélectionnant, puisqu'en fait, bien sûr, c'est une sélection qui, là, en réalité, les fonds sont bien plus volumineux que ce qu'on a pu montrer dans ce livre, mais c'est de raconter l'histoire par le sensible, par des histoires singulières, et montrer ici ce que la guerre fait à l'enfance, là ce que la guerre fait aux familles, là les blessures, ici la violence, etc. Donc c'était une façon de raconter la guerre, mais par les documents, par les sources, par les archives. C'est ça. Et alors, quelle serait votre plus grande surprise, votre grande découverte ? La plus grande surprise dans cet ouvrage-là, c'est une correspondance échangée. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la famille, mais c'est en fait une femme, une veuve, qui perd son mari en même temps que une autre femme qui perd au même moment, le même jour, au même endroit. Et donc c'est une correspondance entre ces deux femmes qui n'ont pas du tout le même statut, puisque l'une a des enfants et l'autre est veuve
sans enfant. D'accord. Et celle qui est sans enfant, elle ne supporte pas son deuil dans le sens où les lettres qu'elle envoie à cette autre veuve sont des lettres de haine extrêmement virulentes, en disant qu'elle aimerait que tous les poilus meurent, que les trains déraillent, que les trains des permissionnaires déraillent. On sent là une douleur à vif. Rien ne la retient. On sent que voilà, et c'était une découverte, découverte pour moi qui en avait lu beaucoup. Je n'avais jamais lu de lettres de ce type. J'avais lu des lettres de femmes endeuillées qui, après avoir imaginé accepter à l'avance le sacrifice, ne l'acceptaient pas. Mais à ce degré-là de volonté que tout le monde vive la même misère, la même souffrance, quelque chose que je peux comprendre par ailleurs, mais voilà, qui m'a surprise en le lisant, et c'était des lettres assez bouleversantes. Dans le lien épistolaire. Dans le lien épistolaire, là, entre ces deux veuves qui vivent un même événement, mais différemment. Oui. Voilà. Donc c'est des écrits, cette grande collecte, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que c'est inédit par rapport, par exemple, le deuxième conflit armé mondial? Alors ils montent des grandes collectes aussi. Il y a aussi une grande collecte des sources, par exemple, de femmes. En fait, ce mouvement de grande collecte, c'est aussi une façon pour les archives de se doter ou de faire venir à elles des sources qui ne seraient pas arrivées, des sources dites du fort privé, qui appartiennent aux familles et qui peuvent être déposées. On en a en tout cas sans doute. De toute façon, on fabrique nous-mêmes des archives, peut-être que voilà. Mais donc non, c'est pas absolument inédit, mais c'est vrai qu'à cette ampleur-là, et ça a été une surprise, et c'est la preuve là en acte que ce premier conflit mondial perdure au sein des familles, a une présence au-delà du moment où les armes s'arrêtent, quoi. Oui, je suis sensible à cette dimension que finalement l'objet nous survit. Il dit quelque chose, et on a tous dans nos familles des histoires qui sont nouées intimement à cette première guerre. Donc ça touche à ça, et on est tous touchés par ça finalement. Alors, le troisième ouvrage qui est quelque chose de tout à fait original, et vous allez nous aider à le qualifier, s'intitule Noces de cendre. C'est votre ouvrage le plus récent puisqu'il a été publié en 2024, et c'est le premier ouvrage qui initie cette collection à la source, si j'ai bien compris. Non, c'est le 8e. C'est le 8e, pardon. Et donc dans Noces de cendre, donc à la source, c'est une collection des éditions La Découverte. Donc Noces de cendre, le sous-titre étant Un voyage dans les ruines de la Grande Guerre. Alors, l'histoire de cet ouvrage est intimement nouée à votre recherche de thèse, et vous nous direz d'ailleurs le lien pour nos spectateurs, le lien avec votre travail de thèse, et il me semble que ce livre vient répondre à des questions d'historiographie que vous aviez sans doute rencontrées lors de votre premier travail de thèse, le début de votre recherche. Alors, la première question qui vient, c'est est-ce que vous pourriez d'abord nous dire l'histoire de ce livre ? D'où il émerge finalement, de quoi est-il le fruit? Et c'est un ouvrage qui porte sur le couple, d'ailleurs cette fois-ci sur l'immédiate après-guerre d'ailleurs. Alors c'est un ouvrage qui a pour point de départ ma découverte en 2011 à l'Historial de Péronne que vous évoquiez tout à l'heure, d'un album photographique, un énorme album. Il faut imaginer qu'il est non seulement épais, qu'il est grand à peu près comme ça et qu'il pèse plus de 8 kilos. Donc c'est un album avec une immense couverture de cuir bien lourde, avec des pages épaisses, grises, et sur laquelle sont collées des photographies et des cartes postales, et qui raconte le voyage de noces dans les champs de bataille au lendemain de la Grande Guerre, en 1919. Un voyage de noces effectué par un ancien combattant qui retourne avec sa femme tout juste épousée sur les traces de sa guerre en 1919, c'est-à-dire à un moment donné où, évidemment, la reconstruction n'a pas encore eu lieu et où on a accès, en tout cas, aux conséquences de la très grande violence de guerre. Et donc, cet album, je l'ai découvert en 2011. Vous l'avez dit, ma thèse, je l'ai soutenue en 2013. Et j'ai évoqué cet album dans mon travail parce que il était pour moi déjà important à l'époque, parce que j'avais travaillé sur ces correspondances massives des couples pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, on a accès à l'intimité des couples, là où en temps de paix, on n'a pas accès à cette forme d'intimité, puisque on n'a pas, à très grande échelle, accès à des correspondances conjugales en temps de paix. C'est bien la guerre qui me donne accès, de façon presque paradoxale, à l'ordinaire conjugal, vous voyez, pendant l'exceptionnel moment qu'est la guerre. Et là, j'avais accès à un retour à l'intime au lendemain de la guerre,
au moment où justement mon regard historien les perd. Je perds mes couples. Lorsque les combattants reviennent, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne s'écrivent plus. Et là, soudain, j'avais un récit d'une retrouvaille particulière, d'un couple particulier sur un mois de vie, mais qui était un récit imagé, puisque c'était à partir de ces photos, légendées, heureusement pour moi aussi, ce retour à l'intime particulier. Et donc j'en ai fait quelques pages dans mon travail de thèse, mais cet objet ne m'a pas quitté. Et c'est lui d'ailleurs qui a donné naissance à l'idée de la collection. C'est pas le premier ouvrage, puisque j'en ai édité d'autres avant le mien, mais vous avez raison, c'est cet ouvrage-là, ou cet album, qui m'a donné l'idée de cette collection attentive à des sources particulières, des sources que je voulais... que j'imaginais, vous savez, sur le trajet de la recherche, parfois il y a des sources pour les historiens ou des thématiques peut-être qui surgissent et qui viennent aller parfois à l'encontre du chemin qui semble tracé. Et il me semble important de regarder ce qui dérange, de regarder ce qui ne va pas dans la thèse, en réalité. Parce que j'imaginais des choses pour les lendemains de guerre, mais alors il y avait une chose que je n'imaginais pas, c'était mener un voyage de noces au lendemain de la guerre. Et donc j'ai décidé de m'y arrêter davantage et d'y consacrer un livre qui est aussi une expérience historiographique, parce qu'il est très peu commun pour les historiens, notamment les historiens de l'époque contemporaine, par ailleurs, de s'arrêter sur une source unique et d'y consacrer un ouvrage. Normalement, nous, on trie, parce qu'on a affaire à des sources extrêmement abondantes. On doit expliquer quel est notre corpus, expliquer notre sélection, parce qu'on est face à l'abondance. Et là, moi, j'ai une source, et je décide d'en faire un livre, ce qui est en soi déjà une petite transgression dans la discipline. Mais d'ailleurs, on voit bien à la source, c'est pas aux sources, c'est vraiment le singulier, et il me semble que c'est la perspective que vous donnez, ou la méthode que vous donnez à votre travail, c'est-à-dire vous attachez à quelque chose de singulier, pour une recherche qui touche sur le collectif, justement. Alors oui, on pourrait dire ça. La source est un peu plus large, le terme même. D'ailleurs, je le discute en même temps parce qu'il y a un petit côté trompeur, parce qu'on aurait l'impression à la source que les choses découlent. Et qu'il y aurait une source, et puis de là découle l'histoire qu'on peut raconter en historien, alors même qu'on sait bien qu'une source n'existe qu'à partir du moment où on lui pose une question. Moi, la question que je voulais poser à cette source, c'était de savoir, il y avait plusieurs questions en réalité, c'était d'expérimenter, de voir jusqu'où pouvait aller le travail historien lorsqu'il est centré et lorsqu'il a pour objet les sensibilités et l'intime. Jusqu'où j'ai le droit, en historienne, en restant historienne, donc en répondant aux règles de la méthode historique, jusqu'où je suis autorisée à aller dans l'exploration de l'intime. Et il me semblait que cet objet-là me permettait de me confronter à cette question. Et puis après, sur la guerre, c'était de savoir comment la guerre pouvait concrètement s'inscrire dans le parcours conjugal des individus, dans la vie intime des individus. Il me semblait qu'un voyage de noces au lendemain de la guerre permettait aussi de l'exposer. Alors juste peut-être avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez décrire un tout petit peu cet ouvrage et comment vous avez procédé, parce qu'il y a quelque chose qui touche à l'écriture. Oui, j'ai tiré des fils d'abord, j'ai mené une recherche intensive sur l'objet, donc je suis allée voir toutes les sources qui pouvaient permettre de documenter l'objet, de documenter les thématiques aussi, donc j'ai cherché le parcours militaire du combattant, j'ai cherché de façon classique aussi des choses sur les voyages de noces, si vous voulez, j'ai tiré tous les fils présents sur le récit aussi de soi, en photographie, je peux pas multiplier, c'est une recherche assez poussée à partir d'un... En fait, on voit que lorsqu'on regarde un objet, il y a des milliards de questions qui surgissent, et qu'en fait, c'est aussi d'une grande difficulté de regarder de si près, parce que il y a un tas de questions qui émergent. Je peux pas répondre d'ailleurs à toutes les questions que je me pose, vous voyez, mais j'ai donc mené cette recherche, mais j'avais un problème, c'était la présence de Berthe, qui est donc la femme, l'épouse de Gérald, qui est donc le marié, et c'est Gérald qui fabrique l'album, c'est Gérald qui l'offre à Berthe pour leur première année de mariage. Il lui offre pour le 4 septembre 1920, un an après leur mariage, et c'est le récit de sa guerre, de son voyage de noces, avec ses légendes, sa sélection d'images, sa mise en page. C'est donc son récit à lui. Et
Elle fait partie pourtant de l'histoire. Je travaille sur les couples dans la guerre, ou en tout cas sur l'histoire conjugale. Et Berthe, personnage quand même important, était présente, mais en plus, sur les petites photographies Kodak qu'il avait prises pendant la guerre, elle était comme effacée. Donc en fait, j'avais une double invisibilité, peu de sources la concernant, pas sa parole à elle, et des photos très de mauvaise qualité. Et donc je me suis dit que c'était pas possible de travailler, de faire un livre sur un couple en prenant en charge comme ça le regard masculin uniquement, même s'il était en lui-même extrêmement riche. Et donc j'ai décidé de fabriquer le livre à la fin de chaque chapitre, j'ai écrit des contrepoints, ce que j'ai appelé des contrepoints. C'est comme une façon de raconter la même histoire présente dans le chapitre, mais avec la même ligne mélodique, mais avec les mêmes motifs, mais du point de vue de Berthe, c'est-à-dire en allant chercher des sources, puisque rien n'est inventé dans le livre, c'est quand même un livre d'histoire, mais je suis allée chercher des choses vers lesquelles je ne serais pas allée si j'avais pas pris cette décision d'écrire ces contrepoints toujours plus brefs, mais qui disent autre chose, qui décrivent un moment, une maison, un endroit, qui donnent une épaisseur à son existence à elle. Donc j'ai composé le livre, de chapitres que je vais appeler des chapitres classiques, suivis de contrepoints qui donnent, une autre épaisseur à Berthe, on va dire. C'est ça que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais si. Si. En tout cas, il y a quelque chose de très actuel là-dedans. Ça m'a fait penser au roman d'Adèle Yon. Mon vrai nom est Elisabeth, qui vient de paraître aux éditions du Sous-sol et qui est une autre histoire à partir d'archives et qui est aussi une thèse. Donc une autre histoire du sensible. Je me permets de lire la phrase qu'elle a mise en exergue à la fin de son livre. « J'aime quand les archives perdent les pédales ». Quand les mots ne rentrent plus dans les cases, quand les registres et les voix s'entremêlent, c'est là qu'ils montrent leur vraie nature, leur polyphonie, leur artifice. Je me suis dit que vous aviez deux angles différents, mais qui se rencontraient autour d'une question finalement éminemment actuelle. Ce serait donc celle de l'intime. Et donc, j'ai trouvé dans votre ouvrage une définition de l'intime. Vous dites « l'intime en soi n'est rien. Il se construit toujours en relation et dans la durée ». Alors, voilà, est-ce que ce que vous cherchez, c'est finalement ce qui fait lien, cette dimension du lien? Oui, c'est le fil conducteur de mes recherches, puisque déjà dans la thèse, j'aurais pu travailler sur des lettres isolées. En fait, sur l'existence, dans beaucoup de fonds d'archives, on a des lettres envoyées par des familles, par des combattants. Moi, ce qui m'a intéressé déjà dans le premier ouvrage, c'est la relation conjugale, c'est-à-dire le lien sur la durée. Comment est-ce que s'élabore, se construit peu à peu un mode de communication dans lequel les seuils du disciple et de l'indicible se construisent et se réévaluent, se réagencent sans arrêt. Et il me semble que c'était ça que je voulais observer au plus près, à la fois par les correspondances et par l'album. C'est un peu différent, mais c'est tout de même cette idée de qu'est-ce qu'on dit du lien présent, du lien conjugal dans l'après-guerre. Qu'est-ce que, dans ce récit photographique, qu'est-ce qui est raconté de ce lien et qu'est-ce qu'on perd aussi en chemin? Parce que c'est aussi ça, je pense qu'il y a une autre dimension aussi à l'intime, c'est à la fois le lien et la durée. L'intime se construit, c'est une construction sociale, historique. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est-à-dire ça n'existe pas quand je dis l'intime en soi n'est rien, c'est-à-dire que ce n'est pas une donnée en elle-même, c'est pas une donnée en dehors du social, en dehors de l'histoire, en dehors du politique. C'est une donnée qui se construit avec le politique, avec le social, avec l'histoire, et c'est pris avec toute cette épaisseur-là qu'on peut l'observer, à condition de pouvoir l'observer un peu sur la durée. Mais ce serait un tissage autour de l'indicible, quand même. Ce qui nous est apparu avec tous ces ouvrages, c'est l'indicible. Alors, vous donnez une définition de l'intime. Vous dites l'intime, c'est ce qui reste tu quand on dévoile. Voilà. Oui, parce que... Plusieurs définitions. Alors, j'essaye, en fait, parce que d'abord, je pense que la première chose qu'il faudrait dire d'abord, c'est que je pense qu'il n'y a rien de plus difficile à définir que l'intime. Donc là, vous donnez vous citez des morceaux où je tente de trouver des façons qui correspondent à ce que je peux observer en historienne pour essayer de définir ce que j'observe en réalité, jusqu'où, voilà. Et effectivement, vous avez raison, j'écris aussi que l'intime est ce qui demeure une fois qu'on a dévoilé, c'est-à-dire ce qui est tu, en fait. Mais tout mon travail, c'était de voir qu'est-ce qu'on expose
Et qu'est-ce qu'on retranche en réalité, alors qu'on retranche volontairement ou pas d'ailleurs, c'est pas la, vous voyez, c'est parfois, il me semble que justement dans la relation, puisque vous évoquiez le lien, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on se présente à l'autre à son avantage, ou en tout cas on tente de se présenter le plus souvent à son avantage, en tout cas dans ses relations conjugales, c'est un peu le cas. Et donc j'ai essayé d'abord de pas prendre au premier degré ces correspondances, ni ce qu'elles expriment, ni ce qu'elles dévoilent de soi, de l'autre, et de me contenter toujours de ne voir que ce qui est exprimé, ce qui en soi, pour une historienne, est déjà beaucoup. Je ne cherche pas à aller au-delà de ce qui est écrit. Je prends au sérieux les acteurs sociaux, je les observe, je les écoute, je les lis, mais je ne peux pas, en historienne par exemple, affirmer que lorsque un combattant dit « je t'aime », il l'aime. Je dis juste qu'il exprime son amour, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, enfin, vous voyez, j'essaye de moi-même me donner des limites, parce que sinon on va... Le danger de ce travail, enfin de ce type d'histoire, c'est la surinterprétation. Et donc, c'est de ne plus être crédible et de ne plus répondre aux règles de la méthode auxquelles je tiens par-dessus tout. Et il me semble que le travail qu'on peut essayer de mener, j'avais trouvé cette image que j'ai pas écrite là, mais j'ai l'impression dans mon travail d'essayer de pousser les murs, voyez, de la discipline historique. Je les pousse, mais je les pousse un tout petit peu. Je vais pas très loin, je tends pas les bras, je pousse un peu, et quand on pousse les murs, on sent les murs. On sent plus que jamais les limites, en fait, qui font que la résistance, une bonne résistance, parce qu'il y a quand même des bords, sinon il n'y a plus d'histoire, en fait, il n'y a plus de vérité en histoire, et ça, je tiens quand même à rester dans ce cadre-là, même si les objets que j'observe sont des objets fuyants, glissants pour l'historien, et ça, j'en ai grande conscience. Voilà. Ce sont des ouvrages qui, avec cette grande rigueur qu'on entend parfaitement, vraiment, on se tacte de faire résonner ce qui est en creux. Et ça, c'est bien vraiment exceptionnel. Non, et puis j'ai cherché, par exemple, dans l'album, j'ai cherché à voir ce que Gérald, celui qui fabrique l'album, ne disait pas. Voilà, j'ai trouvé des choses qu'il ne disait pas et qui, à mon sens, font partie justement de ce qui compose son intimité. Alors, peut-être justement... Au terme de cette enquête fouillée, voilà, il y a quelque chose qui se retourne finalement, puisque vous découvrez le destin que s'est choisi Gérald, qui a été de s'engager pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette fois du côté des Waffen-SS. Et alors, il me semblait, votre démarche rejoint celle qui tente de saisir au plus près les raisons profondes qui mènent à l'adhésion au pire. Donc j'avais envie de savoir, après un tel travail, quel effet a eu cette découverte sur vous et sur votre travail. Oui, ça a été une sacrée surprise, parce que j'avais décidé de faire ce livre depuis bien longtemps, et j'ai découvert la fin de Gérald, finalement, il y a quelques années, mais pas très longtemps. En fait, ça fait que je ne sais plus combien de temps, mais 4-5 ans, au moment où j'ai vraiment décidé de creuser. Donc c'est assez rapide, en fait. On trouve assez facilement cette fin, mais encore faut-il trouver déjà comment il s'appelle, parce que tout ça n'était pas écrit dans l'album. Encore faut-il trouver son acte de naissance. Encore faut-il, voyez. Donc il y a eu un petit chemin, et à un moment donné, j'ai dû me résoudre, en fait, à voir que non seulement il avait été journaliste, collaborationniste à Paris Midi, Paris Soir, non seulement il avait intégré en 1941, début 42, la LVF, mais en plus il entre dans les Waffen-SS en 43 parmi les premiers français, puisqu'il est le matricule 87 ou quelque chose comme ça. Bon, donc ça c'est énorme pour moi, évidemment, comme fin. Je savais qu'il était mort pendant les combats de la Libération en 44, je ne savais pas comment. Et c'est en cherchant comment il avait terminé que j'ai découvert quel avait été son choix. Toute la difficulté pour moi, ça a été dans l'écriture du livre. Cette fin a été une grande difficulté, pas seulement une surprise pour moi, parce que finalement d'autres ont pu aussi prendre les mêmes chemins, mais c'était de ne pas lire de façon continue le début de l'histoire, mon début d'histoire, qui est donc ce voyage de noces en 1919 dans les champs de bataille par un ancien combattant, et cette fin de l'histoire qui serait que naturellement, fasciné par la guerre, fasciné au point d'amener sa femme, il serait devenu Waffen-SS, qui n'a aucun sens en 1919. Et donc toute la difficulté,
c'était de ne pas écrire cette histoire linéaire, allant de soi, téléologique. Enfin, c'était évidemment pas ça que je voulais faire. Oui. Et c'était de rester, là encore, en sentant bien les murs. Quand on regarde, quand on travaille à cette échelle, il faut être toujours très prudent, notamment sur les choix qui président là, par exemple, à ce choix funeste de devenir Waffen-SS, mais de chercher des indices dans son parcours qui permettent, en tout cas, de faire des hypothèses assez fortes, qui permettent d'expliquer ce choix-là. Et pour revenir à cette envie, c'est que j'avais écrit ces chapitres et ces contrepoints sur l'album, et j'avais besoin de conclure. Et donc en fait, ce livre aussi, dans sa structure narrative, est un peu particulier, puisqu'il y a 2 conclusions. Une première, où je termine sur ce voyage de noces, je l'observe et je regarde ce qu'en historienne de la Grande Guerre, cet objet particulier nous apprend. Oui. Et puis ensuite, je prends en charge le reste, qui nous mène dans cette Seconde Guerre mondiale, dans ces parcours années 20, 30, 40, et pour aussi assumer d'abord cette fin que je ne peux pas taire de toute façon, évidemment. Et donc il faut aussi que je prenne en charge. Voilà. Bon, on arrive au terme de notre divan dans le monde. C'est ça. Oui, ainsi s'achève notre conversation, je crois. Nous allons vous remercier chaleureusement pour cette présentation, et nous allons poursuivre notre émission avec notre actualité de la psychanalyse qui va être présentée par Dalila Harpin. Bonjour Dalila Harpin, vous êtes psychanalyste à Paris et vous allez faire une chronique que vous avez intitulée « Une lettre d'amour et quelque chose de très sérieux ». Effectivement. Donc, participer à cette émission est pour moi l'occasion de conseiller les travaux de Clémentine Vidal-Naquet, que j'ai découvert par la contingence de la rencontre, dans les rendez-vous de l'histoire à Blois. Et c'est aussi quelque chose qui me touche personnellement, parce que je suis moi-même le fruit d'une correspondance amoureuse, mais un temps de paix. Alors, la phrase de Lacan que cette émission m'évoque est dans les séminaires encore, que Lacan a dicté entre 1972 et 1973, et qui dit ainsi « La seule chose qu'on puisse faire d'un peu sérieux, la lettre d'amour ». Alors, disons d'abord que la lettre intéresse Lacan dès le début de son enseignement, avec sa célèbre analyse de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, qui s'appelle « La lettre volée », où il va comparer l'inconscient et la lettre volée. Et les formations de l'inconscient, comme la lettre volée, sont à la vue de tous, mais repérées par personne. Lacan prend très au sérieux la découverte de Freud et souligne le jeu du signifiant, car l'histoire de chacun de nous est le fruit d'une lettre volée et qui va déterminer l'inscription de toutes les autres. Une lettre arrive toujours à destination, dit-il aussi, parce que l'émisseur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée. Dans Encore, ce séminaire des années 70, c'est une nouvelle perspective qui va apparaître. Lacan va faire de la lettre le support de la jouissance féminine. Suite à cette phrase qui nous occupe, il propose par exemple de conjuguer le verbe aimer en les couplant avec âme. Et il propose j'ame, tu aimes, il aime, avec un accent circonflexe. Pour les êtres qui parlent, l'âme est ce qui permet de supporter l'intolérable du monde. Bien qu'étrangère, l'âme lui oppose de l'entêtement et du courage. La lettre d'amour a tout son sérieux en ce qu'elle permet à ceux qui s'unissent par l'amour ou par l'amitié de supporter l'intolérable du monde. Mais alors, qu'est-ce qui serait l'intolérable pour l'être parlant, pour l'être qui parle ? Alors, on serait tenté de dire beaucoup de choses, évidemment, mais si on suit ce que Lacan dit à continuation, c'est l'autre, et plus particulièrement l'autre sexe. Parce que l'autre apparaît souvent sous un visage menaçant, effrayant, et c'est pour ça qu'il y a eu la diffamation des femmes, et il y a toujours. Lacan propose d'écrire 10 femmes, parce que les hommes ont tendance à rester dans le même, et tout ce qui est différent, c'est difficile. Or, quand on aime une âme, dit Lacan. Il n'y a pas de sexe dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer un corps. On peut le désirer,
mais c'est dans un tout autre registre. Dans les lettres, par exemple, de James Joyce à sa femme Nora, on constate qu'après un début très poétique, le ton devient grivois. Et alors Nora se tait, elle ne répond pas. Et alors Joyce change de ton et il devient plus circonspect et utilise des mots tendres. Alors, dire lettre d'amour fait résonner non seulement la missive qu'on envoie, mais aussi le caractère qui est écrit, qui fixe la satisfaction dans les premières années et qui en fait écriture. Le langage, on dit un psychanalyste, percute le corps et va laisser une marque et il va écrire la satisfaction hors corps. Mais ce hors corps peut s'articuler au corps. Ce sont ces marques qui nous rendent uniques. Aimer, c'est pouvoir accueillir l'autre dans les marques qui le constituent et aussi accepter les nôtres et les partager pour rendre compte du poème unique qu'on est chacun de nous. La lettre d'amour permet alors de fixer le ton d'une lettre, les dialogues des amoureux, tout en restant autre, sans en faire un. Alors, y a-t-il une autre façon, Dalila, d'entendre ce terme de sérieux ? Oui, bon, à première vue, je vais m'appuyer sur les travaux de Clémentine Vidal-Naquet lorsqu'elle signale, par exemple, que dans les correspondances entretenues lors du conflit, et ces correspondances ont parfois la valeur d'intensifier les sentiments. Vous dites, les lettres sont les lieux de la fabrique des affects. Pour beaucoup de couples, c'est la première fois où ils écrivent et ils s'écrivent entre eux. C'est l'occasion de cerner combien le lien est fort et aussi d'être non pas à côté de l'autre, mais auprès de l'autre, comme vous dites, et de se rencontrer. On peut penser que quand on écrit, on s'engage davantage que quand on parle. L'écrit a une fixité qui convoque plus facilement un bout de réel. La lettre se fixe sur la page à la manière des mots qui nous ont marqués et façonnés et qui restent inscrits dans notre chair. Le lien entre écriture et corps a déjà été évoqué maintes fois. Alors, dans cette acception, sérieux s'oppose à léger et engage une certaine rigueur. Mais Lacan, comme à son habitude, il brouille les pistes pour mieux les dégager ensuite et il va donner une autre version du terme sérieux. L'année d'avant, dans le séminaire ou pire, il va dire « Sérieusement, je m'amuse ». J'ai dit « L'amusement est très sérieux ». Alors ici, le sérieux ouvre sur le sériel, sur la série. Et il entend par là la propriété de ce qui peut se transférer de n à n plus 1. Le problème se pose comment commence la série, parce que comment on peut transférer quelque chose de 0 à 1 quelque chose de la place où il n'y a rien, on ne peut pas faire une série. C'est là le coton, dit Lacan. Parce que ça touche à quelque chose qui, de prime abord, est sans fond. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une place vide d'abord, qui est la place de ce qui fait rencontre, la place qui permet que deux personnes différentes se retrouvent et qu'il se passe quelque chose. Mais c'est une place vide, une place manquante. Et donc, la série, c'est quelque chose qui va venir voiler un plus un, toujours en bordant cette place, mais sans jamais pouvoir la nommer vraiment, sans pouvoir la définir, la dire. C'est ce que nous appelons le non-rapport. La série s'établit sur fond de non-rapport. Les lettres d'amour prolongent l'instant de la rencontre, la renouvelle tout en gardant son arcane. Lorsqu'on tente d'arracher les voiles, c'est comme dans les mythes anciens, c'est le démon de la pudeur qui s'éveille. Et vous donnez un exemple très joli de l'agriculteur Léon Plantier qui écrit à sa femme Madeleine et qui lui fait des descriptions des paysages très beaux qu'il a vus et lui dit « J'aurais tellement aimé que tu sois ici avec moi, on pourrait se rencontrer tous les deux ». Et bon, il dit des choses plus ou moins explicites. Et donc, invité par ça, Madeleine va envoyer une carte érotique, une carte postale. Et alors Léon va répondre « Ah mais non, c'est quelque chose de très sérieux, ici ça rigole pas ». Alors, vous faites part aussi du constat de votre déception
de ne pas avoir trouvé les grandes effusions, les sentiments débordants, en cernant très finement, et je vous cite, les mystères résidaient ailleurs. Justement, au-delà de la série de commentaires banals, comment va le poulailler ou comment va la maison, etc. Alors, moi, je propose une hypothèse en appliquant ce que j'ai avancé, c'est que les lettres monotones, une plus une plus une, vont border cette place du non-rapport sans pouvoir le dire. Quand on peut parler de ça, elles indiquent cette place sans la formuler. Car il y a quelque chose de l'intime qu'on ne dit pas. Vous citez François Julien qui dit « L'amour est exclamatif, superlatif, mais lui, l'intime, vit du retrait et se tait. » Donc, avec Lacan, nous pouvons conclure il y a un savoir impossible sur les sexes, et le sexe est impossible à savoir. La lettre d'amour, dans les deux sens du terme, est très sérieuse en ce qu'elle tient compte de ces mystères, le préservant. Bon, merci beaucoup Dalila. Donc sur la dimension de l'indicible, au fond, c'est autour de quoi on tourne. Je ne peux pas ne pas dire les dernières lignes de l'épilogue de Noces de cendre, qui fait écho à ce que tu as cité. Vous dites « Là réside la malédiction des historiens et des historiennes ou le merveilleux du réel. L'analyse à l'échelle micro permet de reconstituer une palette de possibles, mais il semble illusoire d'en saisir toutes les nuances. Car les choix de l'individu faits aussi d'inconscient et de brisure doivent demeurer en partie inaccessibles à l'historienne. » Donc merci beaucoup Clémentine Vidal-Naquet, merci Dalila, et notre émission s'achève et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 18h30.